Je crains Museveni, même lorsqu'il combat Kagame. Je crains Museveni, même lorsqu'il offre des cadeaux. Ce titre m'a été inspiré par une citation d'un poète romain qui a vécu quelques 20 ans avant Jésus-Christ. C'est une citation très ancienne qui est devenue immortelle et qui dit ceci. Je crains les Grecs même lorsqu'ils offrent des cadeaux. Traduit du latin, Timeo Danaos et Dona Ferentes. Ce poète et écrivain romain raconte une histoire plus ou moins légendaire d'une longue et très difficile guerre qui opposait les Grecs et les Troyens. Pendant 10 ans, les Grecs ont assiégé la ville, mais sans jamais réussir à vaincre les Troyens. Finalement, les Grecs ont élaboré un stratagème, une astuce. Ils construisirent un cheval géant en bois et font entrer dedans un groupe de soldats. Ensuite, ils ont fait semblant de capituler en prenant leur navire et s'enfuir. Et ils abandonnèrent le cheval en bois à l'entrée de la ville. En voyant les Grecs s'enfuir, les Troyens commencèrent à jubiler et à célébrer la victoire autour de ce cheval en bois. Ils crurent que les Grecs, avant de fuir, leur ont laissé un cadeau. Mais entre-temps, un homme sort de la ville. Il était même un des prêtres de leur religion traditionnelle. Il regarda attentivement ce cheval en bois. Il observa attentivement et commença à inviter ses concitoyens à se méfier des Grecs. Alors il prononça cette phrase célèbre qui est devenue immortelle, Timeo Danaos et Dona Ferentes, ce qui signifie « Je crains les Grecs même lorsqu'ils donnent des cadeaux ». Mais ses concitoyens s'en moquèrent et n'ont pas pu écouter cet avertissement. Les Troyens, dans leur joie, ils firent entrer le cheval dans la ville. Et durant la nuit, tandis que les Troyens dormaient, des soldats ennemis sortirent du cheval en bois. Ils ouvrent les portes de la ville au reste des soldats grecs. Ils mettent toute la ville à feu et à sang. Ils ont tué tous les hommes et les femmes étaient réduites à l'esclavage. Et pourtant, si les Troyens avaient écouté l'avertissement, leur vie aurait été épargnée. Je dis cela parce qu'il y a une grande similitude avec ce qui s'est passé au Rwanda. Museveni et le FPR ont voulu prendre le pouvoir au Rwanda dans une guerre éclair dite d'octobre 1990. Ils n'ont pas réussi. Durant 3 ans, ils ont mené une guerre d'usine meurtrière, mais ils n'ont pas pu prendre la ville de Kigali. À plusieurs reprises, aidés par ses parrains anglo-saxons, Museveni et son armée du FPR ont tenté d'assassiner le président Habyarimana, mais sans succès. Alors, ils ont élaboré un stratagème, une astuce, de prendre le pouvoir en passant par un simulacre de négociation de paix qui ont culminé par les accords d'Arusha. Mais ils ont tout fait pour que ces accords n'aboutissent jamais. Les accords de paix d'Arusha, c'était le cheval de Troie présenté par Museveni devant les Rwandais. Tous les Rwandais étaient contents avec les accords de paix d'Arusha. Pour eux, cela signifiait enfin la fin de la guerre, enfin la paix. Même les militaires rwandais sur le front commençaient à baisser la garde. Pour les Rwandais, la paix était imminente et c'était la joie. Mais pour Museveni et sa branche armée du FPR, ce n'était pas le cas. Ils ont profité de cette détente et de cette confiance pour préparer discrètement l'assassinat du président Habyarimana. Ils ont profité pour amener leurs militaires dans les bâtiments du CND à Kigali. Ils ont infiltré leurs commandos techniciens un peu partout dans le pays, qui faisaient des attentats ciblés un peu partout. Ils exigèrent le départ de l'armée française. Ensuite, ils ont tout fait pour faire échouer les accords d'Arusha et mener une propagande pour faire croire que c'était le président Habyarimana qui ne voulait pas les accords. Comme jadis dans cette ville de Troie, les Troyens ont cru à une fausse victoire.
Ils ont introduit à l'intérieur de leur ville un cheval en bois rempli de militaires ennemis. Ils ont célébré la victoire et pendant la nuit, ils dormaient tranquillement. C'est alors que les militaires sortirent de ce cheval en bois. Ils ouvrirent les portes de la ville et d'autres militaires grecs entrèrent pour mettre toute la ville à feu et à sang. De la même façon, les Rwandais n'ont pas pu reconnaître que les militaires de Museveni et de Kagame, protégés par les accords d'Arusha, dans l'enceinte même du CND à Kigali, ils n'ont pas pu reconnaître que c'était le cheval de Troie. Ils ont plutôt célébré leur présence comme une victoire de la paix. C'était la nuit de l'insouciance et de l'inconscience, et les Rwandais dormaient. Ou plutôt, ils étaient aveuglés par la joie d'une paix imminente qui sortirait des accords de paix. Alors, les militaires de Museveni et du FPR, aidés par leurs parrains américains et britanniques, ont attiré le président Habyarimana et ses proches collaborateurs dans un guet-apens, en l'invitant dans une cérémonie piège de signature des accords d'Arusha. Et enfin, finalement, ils réussirent à l'assassiner dans la nuit du 6 avril 1994. Alors, cette nuit-là, leurs militaires sortirent des bâtiments du CND et commencèrent à semer la désolation dans tout le pays. Maudite cette nuit du 6 avril qui a plongé toute la nation dans l'horreur. Maudits ces esprits du mal, ces esprits de la mort, ces amis des ténèbres et de l'obscurité, qui ont plongé toute la région des Grands Lacs dans la désolation. Bref, les accords d'Arusha étaient un piège pour tromper la vigilance des Rwandais. C'était un cadeau piège. C'était le cheval de Troie pour les Rwandais. À la République démocratique du Congo, nous voyons maintenant Museveni présenter un cadeau aux Congolais en leur offrant ses aides militaires pour combattre les rebelles de Kagame à l'est du Congo. Aux Rwandais, il avait offert un cheval de Troie sous forme de la paix dans les accords d'Arusha. Aux Congolais, il est en train d'offrir son cadeau sous forme d'une guerre secours et de construction des routes. Mais c'est toujours le même Museveni avec les mêmes parrains occidentaux, avec les mêmes ambitions. C'est le même Museveni qui ne recule devant rien, y compris l'assassinat de son ami président, qui pourtant lui avait donné toute sa confiance. C'est le même Museveni qui ne recule devant rien, y compris le génocide des Rwandais, pour réaliser ses ambitions hégémoniques et suprémacistes. Voilà la raison du titre de cet exposé. Je crains Museveni, même lorsqu'il combat Kagame à l'est du Congo. Je crains Museveni, même lorsqu'il donne des cadeaux. Timeo Museveni et Tidona Ferentes. Je pense que les Rwandais devraient être prudents avec Museveni et ses élèves. Être prudents avec ses élèves qui ont été élevés au pied de cet homme, qui ont été étudiés dans la même école idéologique. Il faut être prudent avec les élèves de Museveni sans pourtant tomber dans la paranoïa. Récemment, j'ai écouté l'interview radio-diffusée avec le général Kayumba Nyamwasa. Interrogé sur les ambitions expansionnistes et hégémoniques de Museveni, qui rêve de créer un empire nilotique englobant plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, le général Kayumba a dit qu'il n'en sait rien et qu'une telle idéologie n'est plus possible aujourd'hui. Mais comment le général Kayumba peut ignorer les ambitions expansionnistes de Museveni? Je ne crois pas à la sincérité de ce général. Mais puisque je parle de toi, cher général Kayumba, j'en profite pour te donner quelques conseils. Voici 12 ans que tu as pris le chemin de l'exil. Ça a été une opportunité que le destin t'a offerte pour te faire observer d'autres aspects de la vie.
J'apprends que tu as maintenant des ambitions politiques pour gouverner le Rwanda. Et pourtant, l'histoire te fait porter une grande responsabilité dans ces massacres dans le nord du Rwanda et au Congo. Sauter dessus tous ces cadavres et ensuite venir endosser une cravate de politicien pour diriger le Rwanda, c'est une témérité spirituelle et politique dangereuse pour toi et pour le pays. Ce serait le début d'un autre cycle de violence. Dans la vie, il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. Si, durant tous ces 12 ans d'exil, au lieu de les passer dans des activités politico-militaires, si tu les avais d'abord passés à genoux, en demandant publiquement pardon à l'histoire et au peuple rwandais, alors ainsi, avec un cœur apaisé et joyeux, tu pourrais te présenter devant les Rwandais avec des ambitions politiques. Alors, tu n'aurais plus besoin d'être soutenu par Museveni. Le peuple rwandais lui-même te supporterait. Parfois, je t'entends raconter qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les ennemis qui s'étaient entretués farouchement ont signé l'armistice et vivent maintenant en paix. En essayant d'amener une telle comparaison, tu conclus qu'au Rwanda, c'est aussi possible. Oui, c'est possible. Mais au Rwanda, la situation est différente. En plus du courage diplomatique qui a prévalu dans ces pays européens, au Rwanda, il faudra en plus du courage spirituel qui t'amène à t'agenouiller devant les victimes pour demander pardon. Un courage spirituel qui amène un grand général militaire à demander pardon aux simples citoyens civils. Je suis presque sûr que tu ne comprends pas un tel langage. Et pourtant, c'est le secret de la vie. Ce secret de la vie s'adresse aussi à tous ces grands politiciens et militaires qui ont eu une quelconque responsabilité dans les tragédies qui ont endeuillé le Rwanda depuis la révolution sociale de 1959, sûrement qu'il en reste très peu encore aujourd'hui en vie. En passant par 1973, il n'en restait pas beaucoup non plus, jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, ceux qui ont eu une responsabilité directe ou indirecte dans l'assassinat des politiciens de la Première République, ayez le courage spirituel de sortir pour guérir définitivement la mémoire des Rwandais en demandant publiquement pardon à l'histoire et au peuple rwandais. Je dis que c'est une façon de guérir la mémoire des Rwandais parce que jusqu'à présent, on entend ici et là des colères justes et justifiées contre ces actes tristes et malheureux de notre histoire. Il se pourrait que vous vous soyez repentis en privé devant vos prêtres et vos pasteurs. Peut-être que Dieu vous a pardonné et je le souhaite bien, mais l'histoire et les Rwandais ne vous ont pas encore pardonné. Je vous en prie, sortez avant de mourir parce que vous en êtes proche pour demander publiquement pardon à l'histoire et au peuple rwandais. Ainsi vous partirez joyeux, laissant vos descendants devant une mémoire apaisée de la population rwandaise. Sortez vite car le temps presse et dites aux Rwandais la vérité de vos cœurs. Ne craignez pas d'avouer les atrocités commises. Ce faisant, vous apporterez des solutions et des bénédictions à vos descendants et à tous les Rwandais. Quant aux militaires ou politiciens, Rwandais ou étrangers, Européens ou Américains, qui ont eu une responsabilité directe ou indirecte dans le génocide rwandais, je pense qu'il est grand temps qu'ils sortent de leur silence, de leur peur et leur peine pour confesser leurs erreurs et leurs crimes. Ce serait une façon de guérir eux-mêmes, de guérir toute la population rwandaise, mais aussi de guérir le monde entier. Car en effet, ce génocide rwandais, c'est-à-dire le génocide des Hutus et le génocide des Tutsis,
va causer des vertiges aux puissants qui dirigent ce monde.